je suis réanimateur à l'hôpital Avicenne. Et de façon intéressante, il y a 4 ans, j'avais fait le même topo au congrès infirmier. Et en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et donc, vous allez voir qu'on a beaucoup avancé. On a répondu à un certain nombre de questions. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet-là. Et donc, au cours de cette discussion, on parlera un petit peu d'insuffisance rénale aiguë, bien sûr, pour comprendre un peu le contexte. On essaiera de répondre à quand on doit débuter et puis comment sevrer de cette machine. Donc, je vous rappelle très rapidement, la classification KDIGO de 2012 donc, a maintenant 9 ans. Elle définit l'insuffisance rénale aiguë par des stades, le plus élevé étant le stade 3 de la classification de KDIGO. Vous voyez, c'est sur des critères simples de créatinine plasmatique et de diurèse. Donc c'est très fréquent, c'est plus de 10% des patients à l'hôpital. Et puis pour nous, soignants en réanimation, c'est très très fréquent puisque c'est presque la moitié de nos malades. C'est très grave puisque plus vous avez une insuffisance rénale aiguë avancée dans les stades de la classification de KDIGO, plus vous avez des risques de décéder au cours de votre hospitalisation. Alors, bien entendu, nos malades, ils sont multidéfaillants et c'est ça qui vient complexifier l'affaire. Ce ne sont pas des malades de néphrologie. Ils ont des états de choc, ils ont des états septiques, ils ont des médicaments néphrotoxiques dont ils ont besoin, on est obligé de leur donner. Et parfois, on leur met des produits de contraste qui peuvent être parfois néphrotoxiques. Alors, du coup, dans ce contexte-là, c'est fréquent. On agresse, enfin, les patients sont agressés de manière très large dans les services de réanimation à cause de ce qui leur arrive et à cause de ce qu'on leur fait pour essayer de leur sauver la vie. Et donc, cette question de l'épuration extra-rénale et des critères d'initiation est au cœur de notre métier. Donc, quand est-ce qu'il faut débuter? Tout d'abord, quelques cas particuliers sur lesquels on ne va pas discuter. Il faut aller vite, il faut débuter en urgence. C'est le cas des intoxications. Et un certain nombre de techniques vont vous permettre d'épurer des toxiques, comme le lithium, comme l'éthylène glycol ou encore la metformine. Vous avez dû voir un certain nombre d'acidose lactique à la metformine chez des patients anuriques qui nécessitent très rapidement d'être dialysés. Alors, usuellement, depuis de nombreuses années, on a l'habitude de séparer 2 types d'insuffisance rénale, l'organique et la fonctionnelle. Alors, comment on apprend ça dans les livres? On dit en général que fonctionnel, quand on remplit un petit peu le malade, il est déshydraté, ça va rentrer dans l'ordre. Par contre, l'organique, il y a des agressions multiples. C'est le malade dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est septique, il a eu des néphrotoxiques. Et là, ça va durer plus longtemps. Sur le plan anatomopathologique, si on regarde les reins, eh bien, en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il n'y a pas grand-chose. Alors que dans l'insuffisance rénale aiguë organique, usuellement, on dit qu'il y a de la nécrose tubulaire aiguë, bien qu'il y ait d'autres choses. Quelle est l'importance de ce point-là? C'est que entre fonctionnel et organique, la rapidité de régression de l'agression rénale et la récupération rénale est très très différente. Ça va de quelques heures si vous êtes juste déshydraté à plusieurs semaines si vous avez été polyagressé et que vos reins sont très très malades. En fait, il existe un continuum. C'est pas soit on récupère en quelques heures, soit on récupère en 3 semaines. Certains vont récupérer en 3 jours, 4 jours, 5 jours. On a du mal d'ailleurs, beaucoup de mal à anticiper le moment de la récupération et ça explique pourquoi on se pose cette question-là de quand débuter l'épuration extra-rénale, si elle est vraiment nécessaire, puisque si le malade va récupérer demain, c'est peut-être pas nécessaire. Alors les éléments de la discussion sont toujours les mêmes. C'est l'oligoanurie, c'est le taux d'urée plasmatique, c'est l'acidose métabolique, l'œdème pulmonaire de surcharge et l'hyperkaliémie. Et si on les prend un par un, eh bien l'oligoanurie, en effet c'est un problème, mais on ne meurt pas d'oligoanurie, on meurt des conséquences de l'oligoanurie. Donc en soi c'est un signe précoce, mais qui n'indique pas nécessairement l'épuration extra-rénale, et vous allez voir que maintenant, très clairement, les choses vont dans ce sens-là. On ne doit pas épurer les malades en fonction de l'oligoanurie. Alors peut-être au-delà d'un certain temps, et on y reviendra. L'élévation de l'urée plasmatique, pendant de nombreuses années, ça a fait peur aux réanimateurs, ce taux d'urée important, ça faisait moins peur aux néphrologues. Alors, en fait, le plus souvent, on a des malades qui ont des taux d'urée élevés, 25, 30, 35 parfois, et c'est le plus souvent asymptomatique, ça n'a pas de conséquences, ça peut éventuellement augmenter un peu le risque de saignement, et puis rarement, même de manière exceptionnelle, il y a des complications comme les péricardites ou l'encéphalopathie qu'on dit urémique, mais méfiez-vous de ce terme-là parce que en fait, nos malades en réanimation, ils ont des encéphalopathies qui sont multifactorielles et le plus souvent, ce sont les médicaments qu'on leur a donnés qui font qu'ils sont encéphalopathes. L'acidose métabolique, là encore, on peut se poser la question, puisque je vous rappelle que
l'épuration extrarénale permet un apport de bicarbonate finalement. Alors elle est souvent aggravée par les états de choc, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des patients polydéfaillants et donc on a souvent ce problème-là. Néanmoins, il y a des traitements possibles, des traitements beaucoup plus simples que brancher la machine, qui sont les perfusions de bicarbonate, ou alors jouer avec les paramètres de la ventilation pour compenser l'acidose métabolique par un biais respiratoire. L'œdème pulmonaire de surcharge, celui-là, bien entendu, ne fait pas trop de débat. Quand vous avez un malade qui est en surcharge hydrosodée majeure et qui va faire un œdème pulmonaire et qu'il est anurique, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de l'épurer. Alors éventuellement, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez éventuellement le faire des saignées, mais c'est un peu à l'ancienne. Alors, si jamais le malade a une diurèse, il n'y a aucun intérêt à aller directement à la machine, il faut tenter les diurétiques de Lens qui peuvent, si c'est le seul problème du malade, tout à fait traiter le problème. L'hyperkaliémie, je l'ai mis à la fin, c'est bien entendu une cause qu'on connaît toutes et tous. La cause en est multiple et nos malades ont des transferts de potassium vers le secteur extracellulaire et qui posent de gros problèmes. C'est aggravé par l'acidose, c'est aggravé par l'insuffisance rénale aiguë justement. C'est souvent modéré malgré tout chez nos malades et je pense que vous n'avez pas vu beaucoup de malades mourir d'hyperkaliémie. Pourquoi ? Parce que en fait, chez nos malades de réanimation, en tout cas quand ils sont pris en charge chez nous, pour autre chose que 8,5 de kaliémie avec des conséquences cardiaques, eh ben, l'augmentation de la kaliémie, même s'ils ne pissent pas pendant plusieurs jours, est relativement lente et accessible à un traitement médical le plus souvent. Il y a donc finalement 3 situations urgentes, en dehors des toxiques, qui sont l'hyperkaliémie menaçante, quand il y a des conséquences cardiaques. J'ai mis un chiffre, mais à la limite, on pourrait ne pas mettre de chiffre et juste dire conséquences cardiaques, des modifications électriques qu'on voit apparaître sur l'électrocardiogramme. Cette ECG est assez typique, avec des ondes T, vous voyez, extrêmement amples, et des QRS qui s'élargissent. La deuxième situation, c'est l'œdème pulmonaire de surcharge chez le patient anurique, je vous en ai parlé. Bien entendu, il faut les brancher. Et puis, troisième situation tout à fait exceptionnelle, les complications de l'hyperurémie, la péricardite et l'encéphalopathie, quand on pense que c'est uniquement dû à ça. Alors, en dehors de ces situations-là, il y a eu un certain nombre d'essais thérapeutiques qui ont été menés ces 5 dernières années pour répondre à la question de est-ce qu'on doit quand même dialyser précocement nos malades parce que ça va leur faire du bien. Alors, c'est ce qu'on appelle des stratégies d'épuration extrarénale précoce. On peut s'attendre à des bénéfices puisqu'on contrôle mieux un certain nombre de désordres métaboliques. Par contre, il y a des risques. Le cathéter, même si on les met très très bien, dans des équipes très bien formées, il y a toujours des risques. On peut toujours faire un pneumothorax, faire une hémorragie, faire une fistule artério-veineuse. Il y a des risques d'infection. Et puis, on va anticoaguler nos malades très souvent et ça va probablement aboutir à des risques hémorragiques. Je les ai listés ici. Vous voyez, ils sont très nombreux. Et même si vous faites le maximum pour limiter ces risques-là, et il faut le faire, il n'en reste pas que vous n'avez quand même, il reste à la fin des risques qui sont persistants et qui justifient le fait de se poser la question de l'indication de cette technique-là. Alors dans une stratégie dite d'attente, on regarde, on attend, il n'y a pas d'indication très urgente, eh bien le bénéfice c'est d'attendre la récupération rénale et un certain nombre de malades vont récupérer sans avoir besoin d'être branchés à la machine. C'est bien entendu aussi un avantage considérable en termes de coûts, puisqu'on ne dépense pas l'argent public pour rien. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un petit risque sur le plan métabolique. Alors, pour répondre à cette question, depuis à peu près 5 ans, des études sont sorties. Les 2 plus importantes, et au début de cette histoire-là, sont 2 études françaises auxquelles vos services ont peut-être participé, qui étaient l'essai Akiki et l'essai Ideal ICU. Et c'était à peu près les mêmes essais. La question était la même. Est-ce qu'en l'absence de complications très urgentes qui nécessitent qu'on branche le malade tout de suite, est-ce qu'on peut attendre le temps de regarder s'il récupère ? Alors, quand on regarde ces 2 études de manière intéressante, elles étaient parties d'hypothèses opposées. Les équipes d'Akiki pensaient que stratégie d'attente ferait mieux que précoce. Les équipes d'ICU pensaient l'inverse. Ce qui vous montre bien qu'à l'époque, la question de recherche était hyper intéressante puisqu'on n'avait vraiment aucune réponse, qu'on pouvait répondre les 2. Akiki, c'était des malades de réanimation que vous connaissez, sous ventilation mécanique, sous catécholamine, avec des insuffisances rénales aiguës, vous voyez, stade 3 de la classification de Cadigo, donc la plus grave, et 2 stratégies, une précoce, on dialyse dans les 6 heures qui suivent l'apparition du stade 3 de la classification de Cadigo,
ou un groupe d'attente où on attend des critères plus tardifs. Et vous reconnaîtrez ici des critères d'urgence, l'hyperkaliémie sévère, l'acidose métabolique sévère, l'œdème pulmonaire de surcharge, et puis des critères, on va dire, de sécurité, c'est-à-dire on attend mais pas trop, une oligoanurie de 3 jours, on commence, et puis l'urée, même si ça n'a pas beaucoup de conséquences, au bout de 40 millimoles par litre dans le plasma, on commence. Et cette étude-là a montré que quand on adopte une stratégie tardive, eh bien, la moitié de nos malades n'ont pas besoin d'épuration extra-rénale. C'est une différence considérable en termes d'utilisation de cette machine. Et quelle est la conséquence sur le plan de la mortalité ? Eh bien, il n'y a aucune conséquence, ça n'a pas d'impact sur la survie de nos malades dans cette étude-là. Donc, après cette étude-là est apparue la publication de l'essai IDEAL ICU qui a montré quasiment la même chose. 40% de malades qui finalement n'étaient pas épurés dans le bras tardif, delay, là en bleu que vous voyez, et qui finalement n'a pas de, ces différentes stratégies n'ont pas de conséquences sur la survie de nos malades. Alors, dans les années qui ont suivi, et notamment très récemment, il y a eu 2 confirmations très solides de ces études-là. Une étude qui s'appelle START-ACI et une méta-analyse sur données individuelles. Je pense que maintenant tous les Français savent ce que sont des méta-analyses. Vous avez probablement vu sur BFM, on a parlé de ça. Donc, bref, on pool des études et on regarde les résultats. Et ces grosses études-là sont venues confirmer, avec un très haut niveau de preuve, ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire en l'absence de complications graves, on peut attendre. Alors, ok, mais on peut attendre jusqu'à quand ? Et dans l'essai Akiki, on s'était posé la question, voilà, on s'était dit 3 jours, ça suffira. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'entoure en rouge, ce sont des critères de, on va dire, sauvetage, de sécurité. On ne va pas trop loin quand même. Et donc, récemment, nous avons publié l'essai Akiki 2, dont l'objectif était de tester si on pouvait attendre encore plus longtemps. Et pour cela, on a inclus des malades dans une étude dite observationnelle, c'est-à-dire on ne faisait rien, mais par contre on les observait. C'était les mêmes que dans Akiki 1, c'est-à-dire des adultes sous ventilation mécanique, des catécholamines et Cadigo 3 de l'insuffisance rénale aiguë. Et si jamais ils atteignaient ces 2 critères que j'ai entourés en rouge précédemment, l'urée supérieure à 40 ou l'oligoanurie de plus de 3 jours, eh bien ils étaient randomisés en un groupe plus tardif ou un groupe standard, tardif, où on épurait les malades. Et le résultat, c'est que quand on attend encore plus, eh bien, il y a un signal, une augmentation du risque de mortalité de nos malades. Donc Akiki 2 définit la borne, entre guillemets, la plus tardive. Ça veut dire qu'on peut attendre, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Et probablement, 2-3 jours, on peut toujours discuter, c'est suffisant. Et puis l'urée, il ne faut probablement pas le laisser passer au-dessus de 40. Bien entendu, si nos malades sont en train de récupérer, on peut se permettre d'attendre encore quelques heures plutôt que de le brancher alors qu'il est juste en train de récupérer une fonction rénale. Alors justement, ce sujet-là, c'est quand arrêter l'épuration une fois qu'on a commencé. Alors vous allez voir pendant la session, on va vous expliquer un certain nombre de choses sur l'épuration. La seule chose à dire, c'est quand on a commencé, il faut bien le faire. Mais par contre, il faut anticiper un petit peu, essayer de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter. La durée moyenne dans les services de réanimation, dans certaines études, c'est 12 à 13 jours. C'est très variable d'un malade à un autre. Et donc, c'est difficile d'anticiper. Donc, à partir du moment où ce délai de récupération est très variable, on ne peut pas le prévoir, eh bien, on se pose tous les jours la question, est-ce que aujourd'hui vraiment, je ne peux pas arrêter la dialyse puisqu'il y a des éléments qui me disent que je peux le faire. Alors, il y a différentes façons de faire. Et la manière qui serait la plus intéressante, ce serait d'évaluer la fonction rénale par la clairance de la créatinine. Je pense que vous connaissez ce que c'est. C'est le volume de plasma épuré totalement de créatinine par minute. On parle souvent de ça lorsqu'on s'intéresse aux problèmes métaboliques. Il y a plusieurs façons de la mesurer. Il y a l'évaluation par des formules où on met la créatinine, l'âge, le poids, le sexe. Ça, il faut oublier. Ça n'est fait que en chronique, ça n'est absolument pas utile en aigu. Et puis, l'autre chose, c'est de la mesurer. C'est quand on vous demande de mesurer la diurèse au millilitre près, de faire le iono 100, le iono U, etc., pour essayer d'évaluer la clairance de la créatinine. Alors, on oublie les formules. Intéressons-nous à est-ce que c'est utile d'aller mesurer précisément la clairance. Alors, pourquoi pas, mais en pratique, c'est très complexe, puisque la variation du taux de créatinine se fait en quelques heures quand vous êtes en train de faire, par exemple, de l'hémodialyse intermittente, comme vous le voyez sur ce schéma-là, et que c'est très difficile de connaître le débit urinaire précisément.
c'est-à-dire au millilitre près, je ne suis pas sûr, enfin dizaines de millilitres près, quand il y a un peu d'urine qui est passé à droite, à gauche, c'est difficile de l'avoir et donc difficile de mesurer cet élément-là. Donc les éléments de la discussion, c'est est-ce qu'il y a un débit urinaire qui a augmenté? Est-ce que la créatinine est en train de stagner quand je m'arrête d'épurer le malade? Et est-ce qu'il y a une augmentation de la créatinine et de l'urée dans les urines? C'est-à-dire que mon rein est en train d'augmenter sa capacité à épurer les déchets. En fait, l'un des facteurs les plus associés au sevrage, c'est juste le fait de faire plus de 1000 millilitres de diurèse en 24 heures, et c'est souvent ce qu'on utilise. S'il y a une reprise ou une augmentation de la diurèse, alors en pratique, ce qu'il faut, c'est suspendre l'épuration, surveiller l'évolution de la créatinine. Si on voit un plateau plasmatique, eh ben, on ne se stresse pas, ça va descendre dans quelques jours, et on peut attendre. Les diurétiques, il n'y a pas d'intérêt à les utiliser pour améliorer la récupération. Par contre, ils peuvent être utilisés en cas de surcharge hydrosodée. En conclusion, il y a peu d'indications d'urgence à l'épuration extra-rénale. On peut attendre. Néanmoins, l'hypercalémie et l'œdème sont des critères. Vous pouvez attendre, mais jusqu'à 3 jours. Au-delà de ça, il faut commencer. Et puis, sur le sevrage, le plus important, c'est de regarder si le patient a repris une diurèse. Je vous remercie.